Bonjour, il est 8h10, c'est RCF, l'heure du grand invité. Et ce matin, alors que l'épidémie de coronavirus s'étend dans le monde, alors que la France est le deuxième pays le plus touché d'Europe, que les bourses se sont effondrées hier et que tout un chacun commence à être concerné dans sa vie quotidienne par le Covid-19, notre grand invité est un médecin, président de l'Académie de médecine, ancien président de la Croix-Rouge et ancien ministre de la Santé. Jean-François Mattei, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez de publier aux éditions Les Liens qui libèrent, Santé, le grand bouleversement, un livre dans lequel vous interrogez les progrès scientifiques et les avancées technologiques en vous demandant s'ils seront toujours au service de notre santé. Un questionnement éthique pour une pratique de la médecine qui est véritablement bousculée par ces nouvelles technologies. Alors de tout cela, nous allons évidemment parler dans cet entretien, mais d'abord, quelques questions sur l'actualité et ce coronavirus qui frappe notre pays. Jean-François Mattei, on a parfois du mal à comprendre comment cette épidémie de Covid-19 a pu prendre en quelques semaines autant de place dans nos vies, dans notre monde, d'autant plus quand on la compare à la classique épidémie de grippe. Comment vous l'expliquez, vous ? Alors, je pense que cette épidémie a des caractéristiques particulières. D'abord, l'ennemi, le virus, est invisible. Deuxièmement, c'est le principe d'un virus. Comment ? C'est le principe d'un virus. C'est le principe d'un... Il est invisible. Deuxièmement, l'évolution est imprévisible. Et troisièmement, et c'est ce qui fait toute l'originalité par rapport à la grippe saisonnière dont vous parliez, c'est la première fois qu'on est confronté à ce virus. On ne le connaît pas. On ne sait pas comment il va évoluer, s'il va muter, s'il peut devenir beaucoup plus agressif. Donc, on est face à un ennemi dont il faut se méfier, a priori, car on ne sait rien de lui et qu'on n'a ni vaccin, ni thérapeutique, donc il faut essayer de prévenir. Mais d'un point de vue sanitaire, est-ce que la maladie provoquée par ce Covid-19, est-ce que c'est si grave que cela ? Est-ce qu'on ne meurt pas plus de la grippe, du cancer ? Mais bien entendu, mais la grippe, par définition, elle fait partie de notre vie puisqu'on l'appelle saisonnière. Elle revient régulièrement. Nous avons un vaccin. Nous savons qu'elle existe. Personne n'est pris par surprise. Le cancer, on peut aujourd'hui, plus de la moitié des malades du cancer peuvent guérir. Donc c'est une maladie contre laquelle le combat est engagé et avec des victoires. Et on connaît le cancer, c'est ça ? Et on connaît le cancer. Tandis que ce coronavirus, il faut bien dire qu'il est assez surprenant, il est par définition nouveau. Alors j'ai une petite expérience dans le domaine parce que vous avez mentionné que j'avais été ministre de la Santé, effectivement. En 2003, j'étais le ministre de la Santé confronté à la première épidémie de coronavirus. C'était le SRAS, c'est-à-dire un syndrome respiratoire aigu. Et nous avons dû faire face. Nous nous en sommes, je crois, assez bien sortis, d'autant que la chaleur de l'été est arrivée et que ces virus n'aiment pas la chaleur. Donc avec le retour des beaux jours, on peut espérer que le Covid-19 va... Je crois que la chaleur sera notre allié. Ça ne veut pas dire qu'elle remportera complètement le combat, mais elle sera un allié. Donc la difficulté, c'est que... de nouveau, la maladie est partie de Chine parce que leurs habitudes de consommer de la viande d'animaux sauvages, c'était ce qui s'était passé en 2003. En 2003, on avait chauve-souris comme réservoir de virus, la civette, ce petit animal, et qui était le transmetteur. Et cette fois-ci, nous recommençons. La chauve-souris est le réservoir. On dit que c'est le pangolin qui est le vecteur, et l'homme est de nouveau atteint. Donc aujourd'hui, ce qui nous préoccupe beaucoup, et c'est pour ça que je crois que les mesures qui sont prises en France sont justes, appropriées, au moment où les décisions sont prises, car vous voyez que l'Italie, qui n'a pas pris toutes ses précautions, qui a une autre stratégie, aujourd'hui, le gouvernement vient de confiner 50 millions d'Italiens. Alors, l'Italie est confinée. En France, les mesures de quarantaine se multiplient. Alors, confiné ou pas, on sent le gouvernement hésitant sur la question. Est-ce que c'est une mesure adaptée à notre pays ?
Le confinement, je ne sais pas s'il est adapté pour la bonne raison qu'on ne l'a jamais utilisé. Donc on ne sait pas comment les citoyens français vont réagir. J'espère qu'ils seront disciplinés si on devait le déclarer. Pour le moment, ça n'est pas le cas, parce que même si le virus est dans toutes les régions, dans certaines régions, le nombre de cas est assez faible, et par ailleurs, il n'y en a pas partout. Donc, nous, la mission que nous avons aujourd'hui, je parle des services de santé en général, c'est de ralentir la progression du virus. Et c'est pour cela qu'on interdit les rassemblements, qu'on prend les gestes de la vie quotidienne pour se prémunir, pas serrer la main, se désinfecter, se laver les mains ou se désinfecter avec la solution hydroalcoolique, rester à distance. Enfin bref, je ne vais pas refaire tout ce que maintenant les Français savent et font d'ailleurs, j'observe. Jean-François Mattei, nous avons donc dépassé le millier de personnes contaminées en France, et ça devrait encore augmenter. On sait la fragilité de notre système hospitalier. Ça fait des mois que les personnels dénoncent leurs conditions de travail. Est-ce que notre système de santé est prêt à affronter cette épidémie ? Je dirais qu'il est prêt, potentiellement. C'est-à-dire que la différence avec l'Italie, c'est que l'Italie a 3,5 lits pour 6 000 personnes, et que nous en avons pour 1000 personnes, et que nous en avons 6. Donc nous avons 2 fois plus de lits au service de la population que les Italiens. Je pense que nous sommes capables, les hôpitaux ont déclaré les plans blancs, c'est-à-dire mobilisation de tout le personnel, on repousse tout ce qui n'est pas urgent et qui peut être décalé de 15 jours, un mois, et on fait de la place. Nous avons 4500 lits de réanimation, on peut monter à 11 000 en adaptant les choses. Et puis, nous avons des professionnels, et je ne dis pas ça parce que j'ai été un des leurs, nous avons des professionnels qui sont compétents et particulièrement dévoués. Le risque, Jean-François Mattei, n'est-il pas que nos professionnels hospitaliers, le monde de l'hôpital, sortent complètement exsangues de cette épidémie ? Non, je pense, alors, peut-être je vais rappeler ce que je dis dans mon livre à ce sujet. Je pense que notre système de santé doit être modernisé, il doit être revu. Nous avons trop mis l'hôpital au centre de notre système, et d'ailleurs tous ceux qui se penchent sur l'organisation de ce système de santé pensent qu'il y a un hospitalocentrisme qui est aujourd'hui n'est plus approprié. C'est le patient qui doit être la référence. Or, le patient, il bouge, et quelquefois, il est loin d'un hôpital, et pourtant, il faut le soigner. Donc, moi, je pense que nous avons les personnels. Vous savez, je les aime, parce que j'ai passé 40 années de ma vie à l'hôpital, et je sais leur dévouement. Je sais que c'est difficile, et je sais que probablement, après l'épidémie de coronavirus, ça sera l'occasion de moderniser le système. Les médecins généralistes sont eux aussi en première ligne face à l'épidémie. Est-ce qu'eux sont bien préparés, et comment mieux les soutenir ? Bon, d'abord, j'observe qu'ils sont désormais complètement intégrés, et ce n'est que temps. Parce que je me souviens qu'avec l'épidémie de H1N1, on avait même écarté qu'ils puissent vacciner, ce qui était absolument incompréhensible. Aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir une ligne continue du médecin généraliste à l'hôpital et son super spécialiste. Il n'y a pas les uns à côté des autres, c'est tous ensemble, c'est une équipe. Et le médecin généraliste, il a sa compétence, il a son humanité, c'est à lui d'orienter. Et ensuite, il y a un parcours de soins pour le patient. C'est ça qui doit être mis en place, et d'ailleurs, ça a commencé. Jean-François Mattei, on sait que vous vous intéressez beaucoup aux questions d'éthique, vous avez été membre à une époque du Comité national d'éthique. Quelles sont les questions éthiques soulevées par cette épidémie ? On sait que le ministre de la Santé a été consulté, les sages. Il y a plusieurs questions. D'abord, c'est vrai qu'il faut absolument éviter ce que l'Italie est contrainte de faire, c'est-à-dire choisir les malades. Tout malade est une personne humaine, et toute personne humaine vaut les autres. Et donc, il n'y a pas des vies qui ont plus de valeur que d'autres.
Et ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que la médecine est une chose, mais elle est un élément dans l'organisation du pays. Et on voit qu'il y a des conséquences économiques et qui sont importantes. Et que donc, ça fait partie des éléments qui doivent être pris en compte dans les choix éthiques aujourd'hui. Il faut d'abord soigner et sauver si c'est possible, mais on ne peut pas méconnaître les autres éléments de la vie quotidienne. Jean-François Mattei, je l'ai dit en début d'entretien, vous venez de publier un livre, Santé, le grand bouleversement, avec cette question, comment serons-nous soignés demain ? Vous êtes partagé entre une certaine inquiétude, la médecine dans sa pratique traditionnelle, telle qu'elle existe depuis des millénaires, on va dire, cette médecine, elle est quand même gravement menacée. Je ne sais pas si elle est menacée, je pense qu'elle est troublée. Car nous avons toute une série d'avancées scientifiques, elles sont nombreuses, elles sont rapides, et je ne suis pas inquiet de ces progrès, je suis inquiet qu'ils viennent étouffer l'aspect humaniste indispensable de la médecine. Et donc, ce que je demande, ce que je souhaite, c'est que la médecine garde sa valeur humaniste. Et si je prends... Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que le médecin qui reçoit un patient, ça n'est pas d'abord interroger une machine, c'est d'abord recevoir une personne qui est en difficulté, c'est la rencontre des visages, comme le disait le philosophe Lévinas, et quand un patient vient rencontrer un médecin, il vient rencontrer une personne et il ne vient pas rencontrer une machine. Je dis ça à propos de l'intelligence artificielle, c'est un outil prodigieux qui nous apportera des avancées et des progrès formidables au service des patients, mais le médecin reste le médiateur entre le patient, sa maladie et la machine. La médecine, c'est pas qu'une question de données, c'est ça ? Ah non, bien sûr que non. Vous savez, la médecine, elle est au service de la personne humaine et la personne n'est pas un algorithme. Et donc, à partir du moment où vous comprenez que la personne qui est en face de vous, elle a des émotions, elle a une vie sociale, une vie familiale, et vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas en disant la machine dit qu'il va falloir faire ci, faire ça. Mais non, le médecin est là, il va prendre en compte tout ce que va lui donner l'intelligence artificielle, il l'examinera avec évidemment le plus grand sérieux, et ensuite il va discuter avec le patient du choix qui sera fait, d'ailleurs par le patient en définitive, car le principe éthique majeur c'est l'autonomie du patient. Il veut participer au combat contre sa maladie. Le progrès technique n'autorise pas tout. Mais je pense que c'est le problème majeur aujourd'hui. Vous savez, la connaissance en soi n'est pas un problème. Le problème, c'est l'utilisation qu'on en fait et l'usage qu'on fait de ces découvertes scientifiques. Si c'est pour asservir l'homme, non. En revanche, si les progrès sont là pour servir l'homme, et alors oui, bien entendu. Et c'est donc pour ça, je pense, que l'éthique est plus que jamais au goût du jour, dans la mesure où l'éthique n'est pas une science en soi, c'est un questionnement devant cette nouvelle situation, avec ce progrès qui m'est apporté aujourd'hui. Que vais-je en faire pour servir ceux qui en ont besoin, qui sont malades et qui viennent se confier à moi. Donc il faut garder cette médecine humaniste. On sent sourdre en vous une inquiétude sur certaines dérives eugénistes, pas forcément voulues, mais bien réelles, qui seraient à l'œuvre aujourd'hui ? Je pense que notre civilisation n'est pas très différente de ce qui a toujours existé. Je vous rappelle qu'à Sparte, quand un nouveau-né venait au monde, le père l'observait, et puis si l'enfant lui convenait, il le reconnaissait en le présentant aux gens qui l'entouraient, et s'il ne lui convenait pas, il tournait les talons et l'enfant était abandonné aux bêtes sauvages. Donc c'est quelque chose de très ancien. Nous n'en sommes pas là.
Mais il est vrai aujourd'hui qu'avec les progrès de la génétique, de l'échographie, nous sommes en situation d'aller vers ce qu'un philosophe allemand, Habermas, appelle non pas du tout l'eugénisme politique, mais un eugénisme libéral. C'est-à-dire que les couples, avec l'information qui leur est donnée, choisissent de garder ou de ne pas garder l'enfant. Et même, on peut avoir des positions philosophiques. Moi, je pense que personne ne peut se permettre de porter un jugement. C'est ça, vous ne stigmatisez pas les couples. Pas du tout, puisque j'ai moi-même dirigé un centre de diagnostic prénatal. Chacun connaît mes convictions. Mais je pense que nous sommes là pour essayer d'accompagner les gens. Et ce n'est pas qu'ils soient égoïstes, ce n'est pas qu'ils soient personnels, c'est qu'ils ont du souci et ils veulent éviter la souffrance. Et ils font ce choix-là. Et on fait ce qu'on peut pour leur démontrer, dans certains cas, que vraiment c'est peut-être reconsidéré, mais ce sont eux qui sont les décideurs. Sur ces questions du début de la vie, vous venez d'évoquer, mais aussi de la fin de vie, est-ce qu'on n'arrivera jamais à se mettre d'accord ? Je pense que non, parce que le début de la vie comme la fin de vie sont deux périodes métaphysiques, car souvenez-vous des questions qu'on pose souvent pour bien montrer le débat métaphysique, d'où je viens et où je vais. Eh bien, d'où je viens, c'est le début de la vie, où je vais, c'est la fin de vie, et ça, les gens qui sont scientifiques et qui n'ont pas une croyance métaphysique ne peuvent pas supporter. L'homme doit dominer du début à la fin de la vie, sa vie. Et donc, c'est pour ça que le débat existe et qu'il a toujours existé d'ailleurs. Mais je pense que ceux qui sont personnalistes, c'est-à-dire qui défendent la dignité de la personne et peut-être ce qui peut lui advenir après sa mort, il faut faire valoir notre point de vue. On n'est pas là pour imposer, on est là pour expliquer ce que nous pensons. Et évidemment qu'il ne faut pas contraindre, il faut tenter de convaincre. Merci beaucoup Jean-François Mattei. On ira plus loin pour essayer de comprendre en lisant votre livre « Santé, le grand bouleversement. Comment serons-nous soignés demain ?» C'est édité aux éditions Les Liens qui libèrent.